chercher à développer. Je pense que l'enseignement, c'est avant tout, l'enseignement, si on veut, c'est un enseignement de masse. Si on voulait chercher à développer ce genre d'intuition, il faudrait s'intéresser, il faudrait avoir un précepteur. On peut pas. C'est vraiment très compliqué de chercher à développer ce genre de capacité. Ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc je pense que l'enseignement qu'on a actuellement ne le développe pas. Et c'est pas, je pense pas que ce soit nécessaire vraiment de le développer. Peut-être que ça le développe. Il y a des matières où ça le développe, les matières littéraires. L'objectif, c'est d'apprendre des choses, de développer des citoyens. C'est un autre travail, quoi. C'est pas de l'enseignement de masse. En tout cas, je pense pas qu'actuellement, le programme d'enseignement développe ce genre d'intuition. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a une forme de programme qui va peut-être revenir sur l'aspect formel des choses en sciences, ce qui est pas lycée en tout cas. Et peut-être qu'il y aura un retour vers les choses formelles. Mais bon, il faut voir, c'est pas encore bien défini. Merci Jérôme. Deuxième question. Ouais. Eh bien, je tiens vraiment à remercier l'organisation de l'événement pour avoir montré un peu ce qui nous a été montré ce soir. Et je remarque en fait qu'il y a un legs mathématique, scientifique, indien. On peut noter par exemple les travaux de Chandrasekhar, les travaux qui ont été faits en spectrométrie avec M. Raman, qui a fait des découvertes absolument extraordinaires. Et finalement, ce qui est étonnant, c'est que dans la notice Wikipédia de Ramanujan, il est question en fait que quand il était petit, il s'était fourni 2 livres, dont un qui avait en fait vocation à faire un synopsis un peu sur l'ensemble des connaissances en mathématiques théoriques. Et finalement, aujourd'hui, on a informatique, on a des moyens énormes d'abattre des quantités incroyables de données. Et finalement, pour les jeunes qui arrivent, que reste-t-il à découvrir et par où commencer? Parce que finalement, en un siècle, le puissant de connaissances, il s'est fleuri de manière absolument incroyable. Et ben, c'est ce qui est la suite, quoi. Et c'est quoi la suite? Et c'est où la suite? Alors, juste un tout petit mot, vous avez oublié quelqu'un de votre liste. Il y a aussi Bose. Dans la première partie, le premier tiers, on va dire, du XXe siècle, l'Inde a eu une contribution absolument énorme aux mathématiques et à la physique théorique, à travers tout le monde que vous avez cité. Chandrasekhar aussi, c'est quelqu'un qui était vraiment, c'est tout le XXe siècle. Donc, si vous voulez, je rajouterai Bose. Il y en a d'autres un peu moins connus, mais vraiment, ça c'est un peu tard. Il y a de très grands scientifiques indiens actuellement, mais pas du niveau de Ramanujan ou Chandrasekhar. Ça c'est un peu tard. Et sur ce qu'il y a à découvrir et à apprendre, je dirais simplement un mot. Il y a encore une infinité pour moi de choses à apprendre. Et en cours, enfin, là, il n'y a pas de soucis sur les choses à apprendre. Il n'y a pas de soucis. Il y a des cours. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, mais la question, monsieur, est très pertinente. Évoque une remarque qui a été faite quelque temps avant les travaux de Ramanujan. Il y avait un grand mathématicien allemand qui s'appelait Félix Klein à l'époque, et qui a été, d'une certaine manière, toute cette théorie, tous ces travaux de Ramanujan reposent très fortement sur un truc qui était très installé au XIXe siècle, avec des grandes découvertes du XIXe siècle, qui sont appelées la théorie des fonctions elliptiques, vous connaissez peut-être certainement. Et si vous voulez, cette théorie des fonctions elliptiques, donc là, a été un petit peu le fossoyeur d'une certaine mesure. Il l'a totalement généralisé, géométrisé, en se permettant de comprendre toutes ces formules compliquées, mais sous un langage géométrique beaucoup plus simple. Donc il a été d'une certaine mesure le fossoyeur de cette théorie des fonctions elliptiques. Et il déplorait, à la fin de sa vie, que finalement, il y avait beaucoup de jeunes géomètres, de jeunes savants, qui s'intéressent à ce sujet si compliqué. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que faire son trou après des Jacobi, des Gauss, des Abel et compagnie et des Klein, tu peux toujours bosser. Il y a beaucoup de choses à faire, et je connais très bien ce que vous ressentez quand on a moins de 30 ans et qu'on voudrait se faire des dents en 20, il faut se taper les épaules du géant, quoi. Alors, j'ai envie de dire, comme disait mon père, cours jamais le violon de derrière toi. Et par ailleurs, et justement, le Ramanujan en question a apporté un fabuleux démenti à la pensée de Félix Klein. Puisque lui, il a su tout à fait renouveler le sujet et lui apporter des lettres de noblesse qui n'avaient pas été perçues par ses prédécesseurs. J'ai juste envie de vous dire, monsieur, puisque cette question est intelligente mais surtout personnelle, foncez. On ne désespère pas. Écoutez, il nous reste 3 livres avec Anaïs qui vont nous partager sa passion littéraire. Pour de ce c'est pas bon. Ok. Alors bon, je quitte Greg ce soir sur 2, je l'avais pas fait la dernière fois, donc vous y avez droit cette fois-ci. Ce soir, je vais vous présenter le recueil qui est le 3e volet de l'intégrale des nouvelles de Greg Egan, notamment une nouvelle qui s'appelle Les Entiers sombres à l'intérieur, qui présente un peu, comment dire, la démonstration mathématique comme arme massive. Contrairement à ce qui a été dit dans le film, à un moment on dit les formules existent, on les démontre, et si non? Et si c'était la démonstration qui existait? Et si, tant qu'on n'a pas démontré que 2 plus 2 égale 4, ça n'était peut-être pas le cas? Et s'il était un univers parallèle dans lequel ça n'est pas le cas? Et le démontrer le fait vaciller. Vous expliquer les tenants et aboutissants parce que je les ai pas forcément compris moi-même, puis je vais pas m'aventurer dans des trucs mathématiques, mais tout le coup est plaqué sur cette abstraction-là un contexte de guerre froide entre 2 univers, et à chaque fois que l'un fait une démonstration solide, il empiète sur le territoire de l'autre, et ça fait des dégâts. On est dans une logique de relations diplomatiques tendues, d'escalade, où la démonstration est une arme d'espionnage, de sécurité, de planification, de paranoïa, de méfiance. Bref, c'est un texte vertigineux, c'est brillant, c'est bon comme du Greg Egan, et le reste des nouvelles qui n'est pas forcément mathématique, mais vertigineux aussi vaut le coup. Voilà, c'était océanique de Greg Egan. J'en arrive à un petit bijou. C'est magnifique d'avoir un film qui me permet de parler de science-fiction indienne, avec le recueil de Vandana Singh, Infinité, on est dans le thème. Et notamment la nouvelle Infinité qui donne son titre au recueil, qui est un peu la question de et si Ramanujan était resté s'occuper de sa mère. On suit la vie d'un professeur de mathématiques qui a un don incroyable de percevoir les infinités du coin de l'œil. Et c'est toute la nouvelle, et reconstitue sa vie dans le désordre, et c'est une tension entre une passion, un vertige, une fascination, un potentiel incroyable mathématique, et la vraie vie, s'occuper de sa famille, ses amis, l'histoire avec un grand H sur fond d'émeutes et de persécutions entre musulmans et hindous. Ça rapproche les mathématiques de la poésie et du divin. C'est arriver à choper une abstraction que les mots n'arrivent pas à exprimer, mais qui est merveilleuse. C'est un texte qui est magnifique, qui est subtil, qui est tout en retenue, et qui là aussi joue sur un vertige, mais pas le même. Voilà, c'est Infinité de Vandana Singh qui vaut vraiment le coup. Et enfin, le dernier qui est un peu un hold-up,
plutôt de mathématiques. Moi, quand on parle de mathématiques, ça veut dire des gens intelligents, et parler d'intelligence, c'est parler des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Des fleurs pour Algernon, c'est le journal d'un idiot. Et c'est écrit comme le journal d'un idiot, avec une grammaire un peu aléatoire, avec une orthographe, on n'en parle pas. Et cette personne, on lui propose de suivre un programme à l'instar d'une souris. La souris s'appelle Algernon, qui le rendra plus intelligent. Et effectivement, petit à petit, dans l'écriture, on voit que le choix des mots commence à évoluer dans la langue, dans les anecdotes, son regard sur le monde qui s'affine, et le regard des autres qui a du mal à s'adapter à ce changement-là. Et puis ça devient quelqu'un de brillant, et puis ça devient quelqu'un qui est un peu fatigué d'être entouré par des gens stupides. Et puis Algernon commence à donner des signes de ralentissement et de dégénérescence. Et tous ces grands garçons qui lisent de la SF ont pleuré sur ce roman, Des fleurs pour Algernon, parce que c'est un texte qui touche très juste, très profond. C'est sans fioriture, c'est sans démonstration, mais c'est bouleversant sur ce qui nous attend, sur l'espèce d'envol des capacités, et puis même si c'est pas la tuberculose, ce sera autre chose. Et voilà, c'est un roman magnifique. Et merci à tous les trois, merci Anaïs. Merci à vous pour ce voyage au monde des mathématiques. Et merci à vous d'être là. On se retrouve dans un mois pour un départ en Antarctique, accompagné par Robert Reeves. Voilà. Merci à vous.ブナ峠。Ça sur l'écran, j'espère que ça vous plaira. Alors là, c'est un défi, parce que c'est la première fois que je présente une équation en public, comme ça, qui ne soit pas juste dans un développement purement de collègues de travail, où là on va au fond des équations justement. Donc bon, un véritable défi. Donc l'équation, elle est extrêmement simple, mais en même temps extrêmement puissante, et elle est particulièrement intéressante dans le contexte de la matière noire, parce que c'est justement l'équation qui est à la base de la découverte de Vera Rubin sur la vitesse de rotation des galaxies spirales. Donc l'équation, elle a assez peu de lettres, donc ça va être rapide à expliquer. À gauche, vous avez V de R. Alors ce que ça veut dire, c'est que la vitesse à une distance donnée, la distance elle est ici exprimée par R comme le rayon. Donc là, vous avez la vitesse à laquelle un objet va tourner autour d'un centre gravitationnel, c'est-à-dire autour d'un objet particulièrement massif. À droite, vous avez justement l'expression qui va vous expliquer comment cette vitesse évolue en fonction des différents paramètres en jeu. Alors tout d'abord, vous avez G, ça c'est une constante, c'est la constante de Newton, on n'y touche pas, elle est là, elle est maintenant très bien connue, elle vaut 6,67 10 puissance moins 11 dans le système international d'unité, donc elle est là, mais il n'y a absolument aucune complication, c'est une constante. M1 de R, alors là ça a l'air un petit peu plus compliqué, mais c'est tout simplement la masse. Alors pourquoi il y a tous ces termes là, pourquoi on n'a pas juste écrit M pour la masse? Parce qu'en pratique, c'est une masse à l'intérieur d'un rayon donné. Alors dans certains cas c'est simple, c'est juste la masse, on en verra un exemple juste après. Dans d'autres cas ça peut être plus complexe pour un objet diffus où la masse en fonction du rayon, c'est pas juste la masse de l'objet central, mais c'est une masse dont on doit prendre en compte la répartition de masse avec la distance. Et le 1 c'est justement cette notion de intérieur à un rayon donné. Donc M1 de R c'est la masse à l'intérieur d'un rayon donné ou d'une distance donnée. Et on divise par R, de nouveau c'est ce fameux rayon ou distance qui intervient dans l'équation. Puis le grand symbole là, qui englobe tout ça, c'est pas juste un carré pour faire le joli, mais c'est une racine carrée. Donc ça veut dire que vous prenez la racine carrée de ce qu'il y a à l'intérieur. La racine carrée de 9 c'est 3. C'est un nombre, l'intérieur quand vous le multipliez par lui-même, vous trouvez le nombre élevé au carré, donc celui de gauche. Donc là pour les termes de l'équation. Maintenant on va l'appliquer à un cas extrêmement simple qui est le cas du système solaire. Alors ça, on peut également dans le film, ça marche très bien dans ce contexte-là. Et ce qui est intéressant pour le système solaire, c'est qu'en fait, le système solaire c'est le Soleil, puis toutes ces planètes, Mercure, Vénus, Terre, Mars, etc. Mais toutes les planètes ont des masses tellement faibles par rapport au Soleil qu'en fait la masse d'un système solaire, c'est la masse du Soleil, c'est la masse de l'astre dans le centre de ce système solaire. Donc là ça veut dire que le terme M1 de R que j'ai pris déjà 5 minutes à expliquer, il est extrêmement simple, vous le remplacez par masse du Soleil. Alors qu'est-ce qu'on voit là ici? C'est qu'on va pouvoir justement appliquer cette équation au système solaire. Donc la distance, c'est tout simplement la distance à laquelle vous vous éloignez du Soleil, et tous les autres termes sont tout simplement extrêmement triviaux. Voilà. Et là ce que vous voyez, c'est la distance qui augmente. Alors ça c'est clair parce que R augmente dans l'équation. À droite, vous avez le résultat de ce calcul-là. M1 de R, en pratique on voit R qui augmente, mais je vous rappelle, M1 de R dans le système solaire, c'est la masse du Soleil, c'est une constante aussi. Donc la seule chose qui évolue, c'est le R qui était au dénominateur, c'est-à-dire la distance à laquelle on s'éloigne du Soleil. Et là à droite, vous avez la vitesse à laquelle un objet qui tourne autour du Soleil doit tourner, enfin la vitesse à laquelle il doit tourner justement. Là on s'est arrêté au niveau de la Terre, et vous voyez qu'on obtient une vitesse de 30 km par seconde, qui est effectivement la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Les valeurs intermédiaires par lesquelles on est passé vous donnent effectivement la vitesse de différentes planètes du système solaire. Donc ici, la courbe verte, c'est exactement l'expression de cette équation en fonction de la distance au Soleil, qui s'exprime en millions de kilomètres. La Terre est à 150 millions de kilomètres, donc la Terre elle est à l'extrémité de l'écran ici. Et cette courbe représente les vitesses. Et donc ce qui est particulièrement intéressant aujourd'hui, où on est en train de découvrir de nouveaux systèmes solaires, on parle sans arrêt d'exoplanètes, donc de planètes découvertes autour de d'autres systèmes solaires. Et en fait, la simple mesure de la vitesse de rotation de ces planètes nous permet de déterminer la masse au cœur de leur système solaire. C'est une équation qu'on utilise très souvent dans ce type de contexte pour déterminer la masse d'un objet. La courbe bleue, c'est la même équation, mais en prenant un Soleil qui aurait 10 fois la masse de notre Soleil. Et donc comme racine carrée de 10, c'est pas très loin de 3, ça vous donne des vitesses qui sont 3 fois supérieures à celles que l'on observe dans le système solaire. Et la courbe bleu marine en dessous, c'est la même chose, mais cette fois-ci pour un Soleil qui serait 10 fois moins massif que le nôtre, et donc des vitesses en gros 3 fois plus faibles que dans notre système solaire. Et juste parce que je vous ai parlé de la Terre et de Mercure, alors, et des planètes qui précèdent la Terre sur notre système solaire, la Terre est à 150 millions de kilomètres, Mercure a à peu près 58 millions de kilomètres en fait du Soleil, et on retrouve effectivement avec cette équation-là la valeur à laquelle Mercure ou la Terre tourne autour du Soleil. Donc cette équation extrêmement simple marche redoutablement bien dans un système solaire. Et donc ce qu'on a cherché à faire, en particulier c'est exactement le travail de Vera Rubin, c'est de faire ce même type d'approche à d'autres systèmes que le système solaire, en particulier en essayant de l'appliquer à des galaxies. Alors revoici cette fois-ci l'image d'une galaxie, tout à fait comparable à notre Voie lactée, donc notre propre galaxie. Si on fait la même chose, alors vous comprenez bien que quand on est au sein même de cette galaxie, justement le terme masse à un rayon donné va être un petit peu plus complexe que dans le cas d'un système solaire. Tout à l'heure d'une galaxie, c'est pas le centre galactique uniquement. On voit bien que cette masse se répartit un petit peu le long du plan de cette
ne sera pas tout à fait aussi simple que ce que l'on a vu dans le système solaire, puisque en tout cas dans les premières distances, alors on verra en quelle unité, ça c'est déjà marqué, mais lorsqu'on commence à s'éloigner du cœur galactique, la masse à l'intérieur de notre rayon va continuer à augmenter. Donc on a tout d'abord une augmentation de la vitesse, puisque la masse va augmenter de façon conséquente dans les premiers kiloparsecs du centre galactique. Alors justement, kiloparsec, c'est l'unité que j'ai utilisée ici pour exprimer la distance au centre de la galaxie. 1 kiloparsec, c'est très grand, c'est 30, alors pour parler justement avec ces millions de milliards, je vais essayer de pas me tromper. 1 kiloparsec, c'est 30 millions de milliards de kilomètres, c'est-à-dire pour ceux qui ont l'habitude des puissances de 10, 1 kiloparsec, c'est 3 10 puissance 16 kilomètres, donc ce sont vraiment des très très grandes distances. Le système solaire est à peu près à 8 kiloparsecs, 8,5 kiloparsecs du centre de la Voie lactée. Et donc voici ce à quoi ressemble l'équation vitesse en fonction de la distance dans une galaxie typique comme la Voie lactée. Vous voyez qu'elle commence par en 1 sur racine carrée de la distance, 1 sur racine de r, c'est-à-dire une décroissance comparable à celle que l'on avait dans le système solaire quand on commence à s'éloigner suffisamment du centre de la galaxie, et donc on commence à avoir la masse qui est quasiment devenue stable lorsqu'on continue à s'éloigner du centre de la galaxie. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement de continuer avec cette comparaison théorie et données, et donc c'est ce que l'on va faire ici maintenant. La courbe que je vous ai montrée est devenue en pointillé, puisque l'on va, ça c'est notre prédiction théorique, et on va superposer à cette courbe des données expérimentales que l'on mesure donc sur une galaxie typique. Et c'est là qu'intervient le problème de la matière noire, c'est qu'autant dans le système solaire, les vitesses que l'on observe pour Mercure, Vénus, Terre, Mars, etc. sont tout à fait en accord avec notre théorie, autant sur les galaxies spirales, ce n'est plus du tout le cas, et on a un désaccord absolument flagrant entre les observations, ces points bleus que vous voyez en haut, et la théorie, cette courbe grise en pointillé que l'on a représentée au début. Et donc la seule façon de concilier ces observations avec la théorie, c'est d'invoquer un terme qui va pouvoir justement continuer à augmenter la masse, puisqu'on a vu que la masse sous forme d'étoile, elle, n'augmentait quasiment plus, pour avoir des vitesses qui, elles, continuent à être pour que le terme de masse continue à augmenter. Pour augmenter ce terme de masse, on est obligé de rajouter une nouvelle composante, ce fameux halo sombre, donc ici, donc tout simplement halo sombre en anglais, mais c'est cette différence entre les observations et la théorie qui nécessite une modification à notre théorie, interprétée ici sous cette forme de matière noire. Et donc voici pour la petite équation de la soirée, et j'espère que vous avez tout compris.